René Beaulieu, plus controversé que Paul Verhoeven. Non, quand même. C'est un titre de gloire. Non, mais c'est pas ça que je dis, parce qu'elle était quand même... Mais il partait avec une longueur d'avance, justement, parce que c'est Paul Verhoeven et Isabelle Huppert, c'est sûr. Oui, il y avait l'attente était là, j'imagine. Mais davantage, je dirais. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as dans les tripes. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut Amir. Comment tu vas cette semaine? Ben, merveilleusement bien. Et toi? Super, c'est l'automne, il fait frais, c'est bon pour écouter des films. On aime ça, regarder des films. Tout à fait, oui, une petite température comme ça, pré-Halloween. Ouais, on aime ça, atmosphérique. Donc, cette semaine, on a reçu une sympathique réalisatrice que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignante. Toi tu l'as, Oui, j'ai eu aussi comme enseignante. On l'a eu les deux, fait que juste pas la même année. Et puis, on a reçu, en fait, René Beaulieu. René Beaulieu qui a fait quelques films depuis déjà 2015. Son premier long-métrage, Le Garagiste, avec Normand d'Amour. Et non, vraiment une belle discussion. C'est quelqu'un, encore une fois, qui fait du cinéma avec ses propres moyens. Elle a beaucoup d'ambition. Elle fait des films très intéressants. Bref, belle discussion. Vraiment très cool. Très oui, cool. Oui, c'était génial. C'était génial comme entrevue. Ouais. Donc, on a bien hâte que vous voyez ça. Sinon, comme à l'habitude, on a des rubriques cette semaine. Donc, moi, je vais vous présenter le plan de la semaine. Je vais m'enligner sur La haine de Mathieu Kassovitz, sorti en 1995. Donc, voilà, je vais vous parler de ce film que j'adore. Et toi, cette semaine, mon cher? Moi, cette semaine, je vais parler de Sofia Coppola, la fille du grand Francis Ford Coppola, mais je vais parler justement un peu de son cinéma. Et puis, voilà, je vais vous faire une petite présentation sur elle, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ses films. Oui, tout à fait. Bien hâte de t'entendre là-dessus. Donc, comme à l'habitude, on va prendre le temps de remercier nos partenaires. Donc, la Cinémathèque québécoise, évidemment, qui nous prête leur café-bar pour filmer nos podcasts. Merci énormément à eux de leur support, c'est vraiment cool. Venez faire un tour à la Cinémathèque, comme je dis toujours, c'est vraiment une belle place. Si vous voulez commencer à apprendre sur le cinéma, venir voir des films, il y a toutes sortes de choses, des projections, il y a de l'archivage. C'est vraiment une place où il fait bon de respirer si vous voulez du cinéma. Donc, et voilà. Sinon, comme à l'habitude, on va remercier ceux qui nous louent les caméras, les sessions de salon. Donc, c'est un concept, une gang de boys qui vous fait un clip. Donc, pour les groupes locaux, ils vous font un petit clip là, vraiment cool dans leur salon, parce qu'il y a un grand appartement où ils font ça. Puis, ils vous font, dans le fond, c'est comme un one take. Donc, un one take, là, style une prise et puis style vidéoclip. Donc, c'est comme un concept vidéoclip en une shot. Très intéressant. Allez voir leur Facebook. De toute façon, on va vous mettre ça dans la description. Donc, merci aux boys des sessions de salon. Et puis, comme à l'habitude, encore une fois, on va remercier notre technicien, un nouveau technicien cette semaine. Hein, qui d'ailleurs est arrivé au pied levé vraiment pour nous sortir de l'embarras parce qu'on n'arrivait pas, nos techniciens habituels n'étaient pas disponibles et lui, il est avec nous aujourd'hui. Ouais. Richard, merci beaucoup. Richard Asmar, merci énormément. Donc, bon podcast tout le monde. René Beaulieu, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue au Panoramique Podcast. Moi, je vais commencer en faisant un petit peu ta bio, en fait. Donc, toi, tu es quelqu'un qui a fait un doctorat en cinéma, tu as enseigné à l'UDM, tu as enseigné à l'INIS, et puis tu as eu aussi une carrière de scénariste. Entre autres, c'est toi qui as scénarisé Le Ring, qui était le premier film de fiction d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Et puis, tu as réalisé, là, tu en es à ton troisième long métrage.
On va parler tout à l'heure des films que tu as réalisés. Avant qu'on commence l'entrevue, par contre, là, il y avait Amir qui me disait qu'il voulait commencer avec une petite anecdote parce qu'on t'a eu comme enseignante à l'UDM à une époque, là, et Amir voudrait raconter quelque chose. Oui, ça fait différent un peu ce podcast-ci. Je tenais à le dire parce que, en fait, c'est une anecdote suivie d'un remerciement. Puis tu dois te demander vraiment. Oui, je me demande vraiment. C'est genre 2013 que je vais raconter. Ça commence à faire loin. En gros, je voulais juste dire, moi, j'ai été justement dans un cours pratique. Donc, on faisait un film, puis bon, on avait un examen un matin. C'était un matin d'hiver, je me rappelle, c'était genre mois de novembre, fait pas chaud. C'était à 8h30 l'examen, puis moi, je nommerai pas l'ami avec qui j'étais, je vais le garder anonyme. Mais il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra très bien. Et puis, le matin, bon, moi, je sors avec mon ami, on sort du métro Université de Montréal, on marche vers l'université, et puis là, nous autres, évidemment, on déconne, on est à l'université. On a début vingtaine, on connaît tout, on sait tout, on est des petits Christ, tu sais. Et là, moi qui dis, oh, ouais, la question là, sur le piétage, là, moi, écrire n'importe quoi, puis elle aura ça comme réponse. Et là, d'entendre en arrière partir à rire, et là, je me retourne, et qui est là? Et c'est toi qui est derrière moi. Et là, moi, je suis là dans ma tête, oh, mais quel con, qu'est-ce que j'ai fait? C'est sûr, je vais couler mon année. Et là, mais t'as été cool parce que tu sais, t'étais tellement pas fâché ou quoi que ce soit. Au contraire, t'es parti à rire en voulant dire je pense pas, non, je penserais pas. Puis là, moi, j'étais gêné, qu'est-ce que j'ai fait. Fait que bref, ça m'a juste fait rire de te redire ça parce que bon, tu te dis, tu sais, comment on est un peu niaiseux quand on est en début vingtaine à l'université. Mais puis je voulais te remercier. Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien quand on faisait le cours pratique, tu nous challengeais beaucoup, en fait. Tu nous as beaucoup challengé, tu nous apportais vraiment tout le temps à comme se dépasser, puis tu sais, c'est pas des critiques constructives en fait. Puis des fois, ça nous fâchait parce que bon, on tient à nos idées, puis on veut pas en démordre. Puis je tenais à te remercier pour ça parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec 8-10 ans de recul, ben de plus en fait, ben tu te dis, le cinéma c'est comme ça. C'est vraiment une industrie où on doit un peu se battre pour faire nos films. Donc, je tenais à te dire merci pour ça. Donc, j'ai foiré la question du piétage. Je tiens à le dire. Je l'ai solidement foiré dans l'examen, mais c'est pas grave. Donc, voilà, c'était ma petite introduction. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle de l'examen, par exemple, mais bon. Puis pour pousser, oui, ça, je me rappelle. Je suis encore très exigeante, effectivement. Mais si on peut juste finir le lançage de fleurs avant de tomber plus dans le plus concret. Moi, je me rappelle que oui, surtout entre autres sur les dates de tombée, la rigueur était toujours de mise. Oui, il y a certaines personnes qui le prenaient mal, mais je sais que d'autres groupes ou qui ont eu d'autres profs ou d'autres cours, tout ça, ils m'en ont parlé par la suite. Puis eux, ils auraient aimé aussi avoir cette rigueur-là. Ça les aurait aidés, pour vrai. Là. Oh, ben, merci. Bon, avec plaisir. Je vais te poser la question rituelle par laquelle on commence à peu près toutes nos entrevues. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur de ta passion pour le cinéma? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au cinéma? Je dirais que je suis rentrée par le cinéma par les mots, en fait. Moi, c'était vraiment... même avant de raconter des histoires, c'était le pouvoir des mots. C'est ça qui m'a amené d'abord à l'écriture, puis ensuite de ça au cinéma. Puis j'arrive au cinéma un peu par... bon, c'est les mots qui m'intéressent. Alors moi, j'écris de la poésie, je veux écrire des pièces de théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Puis le cinéma, après ça, arrive pour la scénarisation. Puis la scénarisation, là, ça devient comme un peu plus... l'idée du tout, là, va faire en sorte que je vais vouloir réaliser. C'est-à-dire, tu sais, que les mots, après ça, juste les mots, puis les donner à quelqu'un d'autre pour qu'il se charge de ces mots-là, ça faisait pas... c'était pas satisfaisant pour moi. Il y avait une idée d'unité puis d'aller jusqu'au bout. Alors, je vais arriver au cinéma de cette façon-là. Mais c'est vraiment les mots qui m'amènent au cinéma, étrangement. Et puis, je voudrais aussi enligner sur, en fait, le sujet de l'enseignement. J'ai une question qui peut peut-être être un peu controversée à poser, mais moi, je me demandais dans quelle mesure, étant donné que toi, tu as surtout enseigné la pratique cinématographique, que ce soit à l'UDM ou que ce soit à l'INIS, dans quelle mesure est-ce que faire du cinéma, ça peut s'apprendre dans une école? Qu'est-ce qu'une école apporte? Je pense que l'école peut apporter, surtout à 20 ans, étudier en cinéma, je pense que c'est l'ouverture sur les connaissances générales, puis apprendre sur soi aussi. Je pense pas que le cinéma ou les arts comme tels, ça a tellement à voir avec qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on est puis notre rapport au monde, que, évidemment, l'art comme tel ne s'enseigne pas, ni ne s'apprend, selon moi, mais on peut apprendre à être, on peut apprendre à entrer en relation avec les autres, avec le monde, tout ça. Cette ouverture-là va faire en sorte qu'on va développer notre sens artistique, notre désir d'expression. Je pense que c'est pas mal là où est-ce que ça joue. Évidemment, les connaissances théoriques, tout ça, c'est des trucs qu'on doit absorber, qu'on doit intégrer pour pouvoir, après ça, les utiliser pour pouvoir s'exprimer, faire de l'art comme tel. Mais on n'enseigne pas à écrire, on n'enseigne pas non plus l'art de base dans l'expression créatrice. Ça ne s'enseigne pas. C'est tout ce qu'il y a autour qui peut les rencontres aussi. Hein? Oui, en fait, tout le matériel humain, des rencontres, la connaissance, tout ça, et du matériel. Mais a priori, si on n'a pas envie d'écrire, si on n'a pas cet élan-là, c'est pas le fait d'apprendre des connaissances ou comment on écrit un scénario ou comment je pense pas qu'on va y arriver. Il faut d'abord avoir quelque chose qui gronde en dedans un peu, mais il y a tout un côté pratique, particulièrement avec le cinéma, qui, lui, s'apprend évidemment, les techniques, en fait, ça s'apprend, mais pas faire un film, par exemple. Pas faire l'expression de l'art comme tel, ça s'enseigne pas, ni ne s'apprend, en fait. Il faut le faire. Oui, il faut le faire. Ouais. Il faut le faire à partir de toutes les connaissances qu'on ramasse. Puis quand je dis connaissances, c'est assez général, les connaissances théoriques, mais jusqu'aux connaissances avec les rencontres avec les autres aussi. Oui. Oui, parce qu'on s'entend que tellement de choses peuvent nourrir une œuvre aussi. Hein? Oui, c'est ça, pour réussir à la créer. Alors, et c'est ce qui rend l'enseignement un peu difficile. C'est avec quoi moi j'ai toujours eu un peu de difficulté aussi à enseigner. Je pense que j'aurais été peut-être un meilleur professeur, ou en tout cas si j'avais enseigné le français, dans le sens qu'il y a des règles précises, ce qu'il n'y a pas en cinéma. Pourtant, c'était quand même ça que je me suis toujours donné comme ligne directrice, d'enseigner des connaissances. En fait, ça vient d'Aristote, là, l'enseignement de la narration et tout ça. Alors, d'enseigner des connaissances, puis après ça, comment les gens les utilisent, tout ça, Alors, ça rend l'enseignement du cinéma quand même assez... assez difficile, oui. Toujours un caractère un peu initiatique, dans le sens où on essaie de provoquer quelque chose chez un étudiant, puis ensuite, cette personne-là, elle en fait ce qu'elle veut. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Puis, oui. En 2015, tu as sorti ton premier long-métrage comme réalisatrice. Je vais savoir... Le garagiste. Oui, Le garagiste, oui. Je ne vais pas nommer le titre. Merci d'avoir rattrapé celle-là. Il n'y a pas de trouble. Mais le passage de l'enseignement à la réalisation d'un long-métrage, parce que je sais que tu avais fait du court-métrage auparavant, mais de passer de l'enseignement au long-métrage, est-ce que c'est comme un saut périlleux ou comment tu as vécu ça? Non, moi, je suis pas, j'enseigne pas puis que je plonge dans le cinéma. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, non en fait, j'ai pas mal tout le temps plongé, mais les arts m'ont toujours intéressée du moment, même, tu sais, je vais faire des études en pharmacie, mais à ce moment-là, c'est déjà les arts qui m'intéressent. Mais bon, je vais faire toute ma pharmacie, après ça, je vais lâcher la pharmacie, après ça, je vais faire ma maîtrise en cinéma. Mais à partir de ce moment-là, j'essaie vraiment, tu sais, de trouver une porte d'entrée quelque part, là. Alors, puis la porte d'entrée n'est pas l'enseignement. J'ai jamais... c'était pas... L'enseignement est arrivé, c'était intéressant, c'est correct, puis j'aimais ça. Puis ça avait une base pécuniaire plus stable aussi que le cinéma, mais j'ai toujours voulu écrire, produire ou faire du cinéma. Ça a pris plus de temps un peu parce que, bon, c'est ça, à cause d'un autre parcours en pharmacie, à cause des enfants avec lesquels j'ai donné beaucoup de mon temps. Alors, j'arrive plus tard au cinéma, mais j'étais là, tu sais, quand même assez avec cette volonté-là. Fait que c'est pas comme genre, OK, moi, je suis enseignante puis je vais aller faire du cinéma. Non, moi, je suis déjà une artiste qui veut faire, mais qui trouve pas les portes d'entrée, en fait. Et puis, par la bande, j'enseigne. Alors, c'est un peu différent. Fait que pour moi, c'était plus naturel, je dirais, faire du cinéma que d'enseigner.
OK. Et puis, si je peux te demander, comment ça t'est venu l'idée du garagiste? L'idée du garagiste, c'était, en fait, bon, je disais que j'étais dans le milieu de la pharmacie. Mon conjoint est pharmacien, et il y avait une pharmacie, puis bon, période difficile à ce moment-là un peu, fait que je suis retournée travailler pour donner un coup de main. Et puis, il y avait ce monsieur-là qui était arrivé. J'étais présente sur les lieux, je faisais de la correction de dispil, c'est les grands cabarets de pilules pour les personnes qui prennent beaucoup de médicaments. Puis, il est arrivé ce monsieur-là qui il était sous. Il était sous au bout du comptoir, puis il venait dire bonjour à son pharmacien, qui était mon conjoint, qui avait beaucoup apprécié tout ça. Puis le monsieur était sous, puis il disait que c'était fini, qu'il y avait eu une grève de rein. Puis ça faisait des années qu'il attendait après la grève de rein. Puis là, il était en rejet. Puis il était sous, puis il avait dit qu'il ne retournerait pas en dialyse. Fait qu'il venait faire ses adieux. Et ça avait été comme... même s'il était sous, on l'avait cru. Il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là, comme une espèce de courant. Ces gens-là le connaissaient, mon conjoint le connaissait et tout ça. Et après ça, je vais apprendre l'histoire de cet homme-là qui était, c'est ça, un monsieur qui attendait, c'était un garagiste en fait, qui attendait une grève de rein depuis des années. Puis qui va décider de mourir à la maison. Puis c'est ça prend à peu près 7 jours d'empoisonnement. Et il va rester à la maison. Puis la dernière nuit, qu'il trouvait ça vraiment trop difficile, il avait dit « OK, là, je suis plus capable, je vais rentrer à l'hôpital. » Et il est mort cette nuit-là. Donc, c'est une histoire vraie, finalement. L'origine, oui. Puis après ça, je viens se mêler, tu sais, des histoires de, tu sais, comme... La fiction, là. La fiction, une partie, mais une partie qui vient de mon histoire personnelle aussi, là, Okay. avec le père, le grand-père et le fils, donc qui ne connaît pas ses origines. Tout ça, ça vient d'une histoire. Là, c'est un ramassis un peu, mais l'histoire de la maladie rénale, là, ça venait d'une histoire... Oui, dans tes films, d'ailleurs. Oh, excusez, je suis en train de t'interrompre. Non, je voulais juste acquiescer. OK, oui. Parce que souvent, dans tes films, les personnages ont des secrets. Hein? Souvent, c'est... Ouais, peut-être... ouais, ils portent des secrets. C'est drôle, j'avais pas... ça m'a jamais été relevé, mais je suis pas surprise du tout qu'ils portent... Je suis pas surprise du tout qu'ils portent des secrets. Ça semble tomber sur... Oui, ça tombe tombé pile, mais effectivement, j'ai pas... D'ailleurs, on parlait tantôt avant de commencer le podcast. On salue Justine Chevary-Cossette, hein, avec qui tu as travaillé, qui était de mon année, en fait. Ouais. Donc, qui a été assistante de production. Assistante réalisatrice, je crois, non? Oui, elle était assistante réalisatrice sur le garagiste. Oui, c'est ça. Puis après... Sur les salopes vous avez Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Voilà. Puis non, parce que, tu sais, on disait tantôt, justement, comme quoi l'école, c'est des connaissances, mais c'est les relations. Puis c'est un peu ça, hein? C'est un peu de dire, ben, tu sais, une des anciennes élèves que tu as eues, ben, elle travaille avec toi. Puis bon, aujourd'hui, on t'accueille au podcast. Moi, c'est mon année. Fait que, tu sais, tout est dans tout. Puis, durant le podcast, des fois, on interviewe du monde. Puis on dit, ben, moi, je te connais de là. Ou il y a toujours, tu sais, le monde du cinéma au Québec, c'est très petit. Oui, c'est ça. On n'est pas beaucoup, non, effectivement. Fait que c'est le fun. C'est un monde de relations. Effectivement, c'est un monde de relations qu'on traîne. Oui. Puis c'est quoi? D'ailleurs, comment t'es arrivé à travailler avec Normand D'Amour, en fait? Ben, ça a été quand même assez facile. Je le voyais là-dedans. Là, ça recommence à être un peu loin, mais vraiment, je voyais Normand là-dedans. Puis, je le connaissais pas, mais j'aimais cette espèce d'animalité là, chez lui. Ça me prenait une force tranquille, quelqu'un de charismatique aussi, parce que le garagiste n'était pas très bavard. Et ça fait que ça me prenait un acteur capable de porter ça. Et fait que je l'ai rencontré. On est allé manger ensemble, puis il a accepté de jouer le garagiste. De jouer le garagiste, ouais, puis il avait aimé le scénario. Son frère était malade. Son frère va décéder aussi pendant le tournage ou tout de suite après le tournage. Ouais. Oh, fait que là, pour lui, il vivait en même temps. Là. Ben, je sais pas si... Je sais que son frère était malade, je vais l'apprendre quand même. On n'avait pas parlé de ça quand on avait été sur le scénario, mais c'est sûr que c'est un scénario qui parle du rapport à la vie, du rapport à la mort. Alors, c'est sûr que c'est assez difficile, là, rendu... tout le monde rencontre ça un peu, là, la vie, la mort, tout ça. Alors, puis Normand, c'était un homme sensible et
Et puis, sensible, puis il y avait vraiment ce que je voulais pour tourner le film. Mais en plus de ça, on avait vraiment eu beaucoup de fun. Oui, ben, il a l'air vraiment le fun Vraiment aussi. beaucoup de fun. Moi, je l'aime bien comme Pourtant, acteur. oui, mais pourtant, c'est un acteur, comme tu disais, qui a vraiment une présence physique très forte puis qui est capable d'être un des rares, moi, je trouve, qui peut vraiment avoir une présence même inquiétante, imposante, intimidante. Moi, je pense que le premier film que j'ai vu où il jouait, c'était 51-50 rue des Ormes, puis non, il était... Oui, non, c'est ça. Il y a toute une présence physique. Il est très bon, très ça coche, mais ça avait été un tournage fantastique. On avait eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Avec Normand, mais avec toute la gang. On était... Malgré le fait que c'était un sujet quand même très lourd. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu sais, Normand, il y a des acteurs que ça leur prend du temps à rentrer dedans, mais Normand, il n'y avait pas besoin de temps de préparation. Quand la caméra ouvrait, il était là, pouf, à ce moment-là. Alors, ouais, non, c'est ça. Oui, c'était lourd. Il y avait des moments très, très intenses, mais on a comme un souvenir vraiment d'un tournage mémorable. Ouais. Ah, ben comme quoi, hein, c'est ça la magie du cinéma. Ouais. Hein, on peut faire des films très, très lourds, dramatiques, des sujets quand même poignants, mais qu'au final, derrière la caméra, quand tu éteins tout ça, ben, c'est une gang qui font un film, puis il y a tout ce qui vient avec. Là, tu sais. On avait tellement eu de fun à un moment donné, je me rappelle, j'avais été obligée, puis il y avait Nathalie Cavazelli aussi, avec qui je suis restée très amie. Puis, mon Seigneur, j'ai pogné un fou rire, j'ai été obligée de partir. J'étais incapable. Ils ont tourné à shot sans moi. La réalisatrice a quitté le plateau. Oui, vraiment, j'étais incapable de me reprendre. Dès que Nathalie ouvrait la bouche, j'étais pas capable. Bon, enfin. Et est-ce que tu as été satisfaite de la réception du film? Oui, quand même. Oui. C'était un film fait avec très peu de budget. Pour la petite histoire de ça, vraiment très peu de budget. Et quand les films sont terminés, on les soumet à différents festivals. Le film avait été soumis à Cannes et le film avait été retenu quand même du Québec dans les 3 catégories jusqu'à la fin. J'y ai même cru quand même. On était dans toute la compétition, la quinzaine, puis la semaine de la critique. Les 3, qui étaient 3 sélectionneurs différents, les 3 étaient partis avec le film. Fait que j'avais une chance sur toi d'être sélectionné. J'avais pas été sélectionné, mais quand même, les 3 étaient partis avec le film. Alors ça m'avait vraiment galvanisé. Très, très déçu de pas avoir été sélectionné, ceci dit, mais même si je me suis ramassée à Cannes quand même cette année-là pour un autre projet, mais... Puis ensuite de ça, bien évidemment, j'avais tellement pas de budget comme tel et tout, fait qu'on n'avait pas une grande mise en salle. Mais le film moi, je vais voyager pendant 2 ans. Là, je vais faire 13 ou 15 pays, festivals avec ça. Ouais, c'est ça. Je me suis promenée pendant 2 ans. Là, vraiment, je suis allée jusqu'en Ukraine. Je me rappelle, je pense que c'est la fois de l'Ukraine. En Ukraine, puis en Allemagne, aller-retour, en 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Wow. Et vraiment voyager vraiment beaucoup avec le film. Alors oui, la réception était bonne. Je me rappelle plus qu'est-ce que ça avait fait en salle ici. Le film n'était pas très... il n'y avait pas une grande visibilité comme telle, mais à l'international, le film a super bien circulé ici. Puis voilà. C'est agréable parce que justement, le fait d'avoir eu un petit projet comme ça, c'est toujours, j'imagine, le poids de se dire est-ce qu'on va comme amener ça à bon port, puis après ça, de voir que le film circule un peu partout, ça doit être extraordinaire. J'avais pas de pression, là, sincèrement. Tu sais, j'aime beaucoup faire les films. La partie après m'intéresse un peu moins, sauf voyager avec. Ça, j'aime bien ça. Mais dire que j'ai des attentes, là, je me rappelle, je nommerai pas le réalisateur, mais tu sais que lui, là, on avait sorti un film un peu en même temps, puis que, tu sais, vraiment, là, il check le box-office, puis, tu sais, non, moi, je suis vraiment pas là. Toi, tu as fait ton film. J'ai fait mon film, puis après ça, tu sais, comme pour les salopes, on avait fait le TIFF, moi, ma job était faite, là. C'est ça, oui, exact. Parce que déjà, c'est tellement gros faire un film, tu sais, c'est tellement prenant qu'à la fin, quand tout est fait, là, tu commences à respirer. Fait qu'après, peu importe ce qui arrive, moi, j'ai fait mes affaires. T'sais. Puis c'est tellement difficile, aléatoire, puis il y a tellement de choses qui rentrent en considération là-dedans, qu'on ne peut jamais savoir non plus quelle direction ça va prendre. Mais je me projette pas beaucoup là-dedans. Là. Pas beaucoup dans la réception, pas beaucoup non plus dans... Le box-office, certainement pas dans le box-office parce que je suis pas dans ce créneau-là. Là, je veux dire, je vise pas là, de faire un blockbuster. Là, on s'entend que
c'est pas Tu fais ma- tes films c'est pas pour ma zone. des raisons personnelles, parce que t'aimes les arts, t'aimes Ouais, faire des films, ouais, puis c'est tout à tout. fait. là. Ouais. Je voudrais bien, là, ceci dit. Je voudrais bien Oui, le oui. rejoindre. Je voudrais bien rejoindre. Là. Je voudrais Non, bien non, faire mais- un oui, mais blockbuster. De là. pas cracher sur le succès, mais C'est juste, ça. c'est pas pour ça que tu le fais. C'est pas ça qui m'anime. raison. C'est pas ça qui m'anime. C'est non. ça. C'est pas ça qui m'anime. Exact. Puis là, Je sais pas on si on parle des discute. salopes. Oui, de son ouais, tu salopes. vois, tu as osé dire le titre. Moi, on dirait que j'avais comme un petit malaise au début. Je me disais, est-ce que j'y vais? Est-ce que la vidéo va être strikée? Est-ce que j'essaie de dire mot en S? Mais là, de toute façon, Le on l'a S-word. déjà dit juste avant, fait que je me suis dit, Ouais. on va le dire. Ouais, non, c'est ça ça. le titre du film. Oui, mais- c'est ça. Fait C'est que, pas ben tout, voilà. le titre du film, c'est Les salopes ou le secret naturel de la peau. Ceci Oui, dit. oui, tout à fait. Ouais, Le nous autres, on titre, est là, les salopes, et voyons, de qui il parle. Oui, c'est ça. Non, mais ça va, gens de YouTube, ça va. Restez calme. Ne tout va nous bien. censurez pas. Non, non. Mais, enfin, oui, justement, ton deuxième long métrage a eu quand même un accueil critique qui a été vraiment assez dithyrambique. Je crois qu'il avait fait le FNC. Je me rappelle que sur. Faites le TIFF, entre autres, là, ouais. Oui, puis sur Mediafilm, il y avait eu quand même une cote de 3. Je veux dire, c'est un film qui avait été très, très bien reçu. Donc, j'ai envie de te poser un peu la même question que pour l'autre, d'où vient l'idée de ce film-là à la base? Ça datait quand même de 2011. Moi, j'ai fait mon doctorat un peu là, sur ces causes-là qui m'intéressent. Bien, sur ces causes-là. En fait, bon, si je pars d'une petite affaire un peu plus loin, là, quand je disais que j'essayais de faire du cinéma, c'était quand même assez compliqué. J'ai reçu pas mal de noms parce que c'est un milieu difficile, des noms possibles et ça. Puis à un moment donné, je vais tomber sur réalisatrice équitable en 2017, où est-ce que là, j'entends... je vois vraiment qu'il y a une différence là, entre les hommes et les femmes sur le plan de la réalisation au cinéma, tout ça, qui est quand même assez marqué. Fait que là, je vais prendre conscience un peu que mes noms sont genrés, parce que grosso modo, on est à 85% pour les hommes, 15% pour les femmes. Peu importe ce qu'on fait, peu importe les films qu'on essaie de faire, c'était comme ça. Alors, mes noms étaient genrés. Alors, ma difficulté de faire du cinéma était genrée. Ça, c'est ma première prise de conscience. Puis là, le groupe Réalisatrice Équitable, c'était un groupe quand même assez revendicateur à ce moment-là. Puis moi, je suis pas très militante. Fait que je m'en vais faire mon doctorat, moi, sur cette base-là, pour essayer de voir d'où... Alors que moi, je sens jamais ça, le sexisme nulle part. Là. J'avais jamais senti ça comme tel. Alors, je vais faire mon doctorat là-dessus. Puis, ce qui m'apparaît comme assez évident à ce moment-là, c'est le rapport à la sexualité qui est comme un peu... qui est le nerf de la guerre. Et je continue de penser que c'est le nerf de la guerre un peu. Je trouve que la façon dont on positionne les femmes dans un... En fait, la femme n'a pas le droit à la sexualité d'aucune façon dans la représentation. Et ça la coupe du plaisir, ça la coupe d'un paquet de trucs. Alors, tu sais, les mauvais, c'est les garçons, mais ça leur donne droit au plaisir, si on pense entre autres à la fidélité. Alors, les hommes sont infidèles parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Ça, c'est dans la rumeur populaire, si on veut. Puis les femmes, elles sont pas là. Les femmes, elles sont pures, elles sont droites, tout ça, ce qui est tout à fait faux parce que l'infidélité se fait à deux, là, évidemment. Mais ça cristallise, ça positionne les femmes justement en étant... c'est comme du renforcement positif. Un peu, vous êtes bonne, vous êtes parfaite, mais pendant ce temps-là, on n'a pas le droit non plus au c'est à double tranchant, oui. Justement, comme vision, justement, de dire, ah oui, cet idéal-là de la Vierge, en fait, ouais, il finit par être très lourd à porter aussi. Oui, là. il est lourd à porter, il est faux, tout à fait. Et les femmes ne sont pas, sont pas représentées. Puis il y a une connotation très, très négative associée à la sexualité. C'est question de sexualité. À raison aussi, c'est sûr qu'il y a beaucoup particulièrement en ce moment, beaucoup de féminicides, tout ça, mais c'est le seul endroit où on entend parler de la sexualité. En fait, c'est le seul axe avec lequel on entend parler de la sexualité, c'est une position négative. Alors, tu sais, les femmes sont en position de victime, sont abusées, c'est toujours négatif. Et la seule place où est-ce que la femme peut avoir une sexualité normale, c'est en couple, fidèle. Il n'y a pas d'autre chose que ça qui existe. Il n'y a pas d'autre épanouissement possible. Non, c'est ça. Alors, c'est avec ça que je suis partie. Ça, on est en 2011. Puis là, je vais faire le garagiste, entre autres. Puis là, quand je vais recommencer en 2017, je suis un peu plus... Et là, j'ai vraiment le goût de faire quelque chose, tu sais,
de provocateur. Là. Je suis vraiment là. J'ai le goût de faire quelque chose de provocateur, de faire quelque chose de graphique qui va à l'encontre de tous les stéréotypes qui sont en place. Alors, quand il est question de sexualité, on voit juste des jeunes femmes. Ben moi, j'ai pris une femme de 50 ans. C'est tout le temps... ceux qui sont infidèles, c'est les hommes qui sont infidèles. Là, ici, c'est la femme qui l'est, même si on apprend après ça d'autres choses. Alors, j'ai coupé les stéréotypes. Puis j'avais le goût de quelque chose de très graphique. Puis je trouve que c'est le fun parce que je pense, drôlement, vu que c'est une idée, justement, 2011 et même avant, que tu l'aies fait justement pour 2018, on dirait que c'est encore plus puissant, je trouve, parce qu'on dirait depuis quelques années, on arrive vraiment avec le mouvement féministe qui est vraiment de plus en plus entendu, lu. Bon, on voit ça quand même pratiquement chaque jour, puis le combat des femmes sur justement l'équité, etc. Fait que je pense que c'est comme un film de son temps. Je pense qu'il est bien tombé. Je sais pas. Sûre. Je pense qu'il tombe un peu à côté de... Parce que nous autres, on va tourner là, en plein MeToo. Là. Quand je suis en plein tournage, on est en plein MeToo. Parce que tout ce mouvement-là est aussi connoté de façon très négative. Il n'y a pas de... Et puis c'est correct, je sais qu'il faut en parler. Il y a des tribunes pour en parler. Moi, j'avais le goût de parler d'une tribune un peu à côté, mais justement pour parler d'un côté plus positif. Je sais pas, un film de son temps. Selon moi, peut-être dans 5 ans qu'on va le regarder avec le recul. Parce que c'est un film, moi, ça donne que je ne l'avais pas vu à sa sortie. Je l'ai vu il y a quelques semaines en préparation de l'entrevue. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'était un film, finalement, par rapport justement au contexte contemporain, c'est un film assez mal pensant en réalité parce que le personnage de Brigitte Poupard, moi, j'ai trouvé que c'est un personnage absolument sublime, très nuancé, très complexe, qui est... avec toujours l'insistance sur les regards caméra que j'aimais beaucoup, qui était toujours on ne sait jamais si c'est un regard de défi ou un regard de tentative d'acceptation. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un personnage complexe, très bien écrit, puis Brigitte Poupard le jouait vraiment très bien. Et puis, mais il y a des scènes, justement, où il y a référence, justement, à des comportements d'agression supposés, bien entendu, parce que ton film nous dit jamais si c'est arrivé pour vrai ou si c'est pas arrivé. Et puis, le personnage principal, justement, garde une position très neutre par rapport à tout ça. Elle a énormément de sang-froid, elle tombe pas dans l'émotion, tout ça. Alors, je me suis dit, comparativement à ce qu'un certain féminisme militant va dire, de dire non, croyez les victimes et puis vous n'avez pas à remettre en question quoi que ce soit. Par rapport à ça, ton film est quand même en porte-à-faux aussi. Puis une des premières critiques, on est au TIFF, puis au sortir du TIFF, non, j'ai rencontré quand même beaucoup de critiques, particulièrement des femmes. Puis je me rappelle, entre autres, une femme, je vais taire son nom aussi, qui est une réalisatrice-productrice, qui me dit qu'elle n'était pas contente parce qu'elle aurait voulu que le professeur d'université paye pour ce qu'il a fait. Et là, moi, j'avais rétorqué, comment tu fais pour savoir ce qu'il a fait? C'est moi qui l'ai écrit, puis je le dis pas dans le film. Tu peux pas savoir ce qu'il a fait. Tu ne peux pas savoir. Puis moi, je jouais sur cette idée-là, qui était peut-être pas tout à fait assez bien exploitée ou expliquée, mais c'est possible que lui ait fait ça. C'est possible qu'il l'ait agressé. Mais c'est possible aussi qu'elle soit allée. Il n'y a tellement pas d'espace, tu sais, pour une jeune femme qu'elle soit attirée par un homme plus vieux qu'elle. Admettons, cette possibilité-là existe aussi. Cette hypothèse-là, que cette jeune femme-là se soit rendue chez cet homme-là par désir, qu'elle ne veut pas s'avouer non plus, ça fait partie des hypothèses qu'on ne veut pas aller voir. On ne veut pas aller là. En plus, elle trompe son copain aussi. Donc, il y a peut-être l'idée de transformer justement une faute en « Ah non, mais c'est moi la victime. » Bien, de façon inconsciente ou pas nécessairement. Peut-être qu'elle en était consciente aussi. Mais ça, cette position-là chez les femmes, on refuse de voir ça. On refuse d'exploiter cette hypothèse-là. Elle est interdite, elle n'existe pas parce que les femmes ne sont pas comme ça. Alors, c'était ça que je mettais en scène là-dedans et c'était potentiellement très, très, très controversable. Ça l'a été aussi, mais je pensais que ça le serait peut-être même davantage que ça. On a reproché c'est surtout le personnage de Brigitte Poupard qui était... qu'on n'aimait pas, en fait. Ah oui, on l'aimait pas. Moi, je la trouvais extraordinaire, ce personnage. Moi, en fait, je trouve que c'est un film génial. C'est le genre de film, aujourd'hui, en 2021, je veux conseiller aux gens, justement pour les femmes,
Pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, on entend beaucoup là, dans le monde du cinéma en ce moment, justement, bon, la place des femmes, puis il faut en parler, puis ça, c'est vrai. Mais ce que j'aime moins de l'idée, comment je dirais ça, c'est que, tu sais, là, c'est comme s'ils veulent remplacer des grands rôles où on a attribué beaucoup à la gente masculine. Mais, tu sais, par exemple, on va faire, ça sera plus un James Bond, ça va être une Bond Girl, tu sais. Ça sera plus, mettons, tel type de Superman, ça va être Superwoman, bon, etc., etc. Mais ils réinventent rien, tu sais. Puis moi, je trouve que ton film, ce que j'aime, c'est qu'enfin, arrivez-moi avec des personnages féminins intéressants, tu sais, où il y a des vrais trucs, une vraie psychologie derrière, où les femmes vont peut-être se reconnaître ou pas, mais c'est pas grave, on en parle, tu sais. Puis moi, je pense que c'est un bon exemple de film qui est vraiment comme bien pensé et unique. Puis en plus, ce que j'aime, c'est que tu es réalisatrice derrière. Tu sais, c'est pas un homme qui a fait ce film-là. Donc, tu sais, tu vis ça toi-même. Donc, je pense que c'est un film qui est important, je trouve, en tout cas. En fait, quand je sortais des salles, souvent, il y avait des femmes qui restaient. Puis c'était vraiment assez fascinant de voir. C'était vraiment toutes sortes de femmes. C'était pas... j'aurais pas pu stéréotyper les femmes qui attendaient. Puis elles attendaient pour me dire que c'était leur vie, ce que je racontais. C'était elles. Ça. OK. Ouais. Wow. Oh. Mais vraiment toutes sortes de femmes, là, qui, des fois, très, très surprenantes. Puis là, c'était même... Moi, j'en étais surprise. Puis elles sentaient le besoin. Des fois, elles le faisaient après le Q&A, mais des fois, c'était après aussi, un peu plus en privé. Puis elles n'avaient rien d'autre à dire que ça. Juste dire, tu sais, qu'elles s'étaient senties représentées à l'écran, alors... Wow. Ça, c'est très flatteur de se Ben faire oui. ça. Oui. Ça veut dire Surtout que par t'as cette bien- variété de femmes-là. Et puis Ouais. pas seulement au Québec, parce que je me suis promenée aussi avec le film, là, mais à l'international aussi. Des femmes aussi qui venaient me dire ça, que c'était leur vie, que c'était leur... Est-ce que est-ce que le film a été montré dans des sociétés non occidentales aussi? Ben, voyez-vous, non, écoute. Oui, ben non. c'est ça. Mais D'où ma question. même en Italie, avec Joe Ballas, qui fait le cinéma québécois en Italie, et qui avait pris le film, et là, qui avait montré le film en Italie. Je me rappelle, ça avait été quand même une expérience intéressante, parce que c'est quand même, en Italie, c'est assez traditionnel comme culture. Puis, lui, il prend les films qu'il sélectionne pour la semaine du cinéma, puis il les fait circuler à la grandeur de l'Italie. Puis on lui a refusé ça. Le film n'a pas pu faire... Quand ouais. même, OK. Le film n'avait pas passé. Puis il l'a repris après ça, 2 ans plus tard. Il me réinvite encore. J'étais bien surprise. Puis c'est ça qu'il va me dire. Il va me dire parce qu'il n'avait pas pu le faire circuler. Il va le faire repasser une 2e fois. Alors le film avait été bloqué là. Selon moi, ça a été bloqué à plusieurs endroits. Comme je parlais, le garagiste avait été quand même présélectionné. Fait qu'il y avait quand même... Il aurait pu avoir... Non, ça n'a pas passé du tout. Non. Puis le gars de Venise était vraiment en colère après le film, quand il avait vu le film. Ça avait été dit au distributeur. Écoute, ça l'avait mis hors de lui. Pourtant, à Venise, ils sont capables de passer des films assez controversés. Je veux dire, ils ont passé Paul Verhoeven il y a de ça quelques semaines. Oui, c'est ça. Avec Paul J'avoue que je ne comprends pas. Ouais, mais ça l'avait fâché. Ça l'avait fâché, vraiment. Mais tu sais, moi, elle de Paul Verhoeven, justement, c'était ma source d'inspiration. Je me disais, bon, ils sont allés là, les autres, ils sont allés, alors je peux aller aussi loin que je veux. Mais il y a quelque chose dans... elle n'est pas mariée, hein. Elle n'est pas mariée. Isabelle Huppert dans non, Elle. c'est ouais. ça. Elle n'est pas mariée. Il n'y a pas d'homme qui paye pour ça. Moi, je pense que c'est là que ça joue aussi. Parce que moi, j'en fais un cocu, là. Puis même si les hommes qui sont là-dedans sont pas il y avait ça, pour moi, c'était bien important de pas... il n'y a personne de parfait, là. Les femmes sont pas mieux que les hommes. Il y avait cette idée-là derrière aussi. Alors les hommes sont pas caricaturaux, ils sont pas non plus dénigrés. Non. Mais de par le comportement de la femme qui se donne tellement droit au plaisir, elle éclabousse quand même passablement l'homme dans sa virilité. Et ça, je pense que c'est ça qui a mal passé. Ici, à quelque part, il y a quelque chose qui a choqué. Je pense que c'est peut-être là. Parce qu'Isabelle Huppert, c'est qui par rapport au viol, mais elle est tout seule. Ça n'implique elle. Ça n'implique qu'elle. Ça n'implique pas son mari, ça n'implique pas son conjoint. Ça peut faire une différence.
René Beaulieu, plus controversé que Paul Verhoeven. Non, quand même. C'est un titre de gloire. Non, mais c'est pas ça que je dis, parce que elle était quand même... mais il partait avec une longueur d'avance, justement, parce que c'est Paul Verhoeven et Isabelle Huppert, c'est sûr. Oui, il y avait, l'attente était là, j'imagine. Davantage, je dirais. Mais c'est une question que j'aurais voulu te poser, parce que là, justement, tu nous as donné déjà un élément de réponse en parlant de ce film-là, de elle, mais je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres cinéastes qui ont été une influence pour... Si on parle de la représentation de la sexualité, parce que la sexualité est représentée de manière quand même assez crue dans Les Salopes. Paul Verhoeven, c'est un réalisateur qu'on sait qu'il l'a fait, mais il y en a d'autres aussi, Gaspard Noé, David Cronenberg, Bertolucci. Bon, dans ces cinéastes-là, Polanski, on pourrait en nommer quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont influencé quand tu faisais le film? Ben, en fait, là, quand tu parles des réalisateurs, c'est plus dans la mise en image comme telle. Moi, c'est pas là où c'est pas là où je me situe. J'ai commencé avec les mots. Là, c'est vraiment sur le narratif, sur l'édito. C'est vraiment là où je me situe. Alors, pour moi, c'était vraiment l'audace de Paul Verhoeven qui était mon moteur. Puis après ça, quand j'ai voulu les mettre en scène la sexualité, mais j'ai à peu près regardé tout ce qui se fait comme scène érotique, d'à peu près de la série B à n'importe quoi, pour arriver à peu près toujours le même constat. On est toujours la femme qui chevauche, l'homme qui est en contre-jour, et qui est tout le temps découpé de façon avantageuse. Et la femme est toujours au service du plaisir de l'homme. C'est tout le temps là qu'on est. Alors, c'est là où est-ce que j'ai tout... J'ai renversé ça, et ça s'inspirait pas de réalisateurs, et je me serais certainement pas inspirée de réalisateurs qui avaient mis des femmes en scène. Sur le plan de l'image, là, c'était pas là. J'étais pas là. Mais pour l'audace de Verhoeven, par exemple, oui, c'était mon... Il y a souvent un problème avec la nudité masculine aussi. Hein. Montrer des femmes nues, ça va lui montrer des hommes nus. C'est ça. Là, j'étais bien intéressée à montrer vraiment plusieurs pénis. C'était quand même un peu difficile, mais quand même, j'y suis arrivée. On a coupé à quelques reprises, mais c'est plus difficile aussi à mettre. En scène un peu quand même. Mais ça faisait partie aussi de ma volonté de ne pas valoriser le corps de la femme au-delà du corps de l'homme. Ah non, c'est vraiment un film, honnêtement, là, faut que les gens voient ce film-là. C'est moi. En tout cas, j'ai trouvé qu'entre Le Garagiste et ce film-là, il y avait vraiment... pas que Le Garagiste est un mauvais film ou quoi que ce soit, je dis juste, on sent que t'as pris comme, wow, ça tapait, là, ce film-là. J'ai trouvé que c'était... Ça rentrait au poste. J'étais dans mon lit, j'étais comme, wow, OK, René a assez fâché, là. Mais elle était déterminée. Ouais. C'est ça, exactement. J'ai trouvé ça fun parce que, comme je dis, on t'a côtoyé un peu dans notre vie. Fait que je me rappelais que tu étais une femme forte, que comme je dis, tu nous challengeais, tout ça. Fait que j'ai dit, ouais, je la vois faire ce film-là. Genre, ça lui tenait à cœur. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Puis là, ça n'en prenait quand même. Ça n'en prenait pour le faire, le film, parce que c'était pas... ça prenait quand même pas mal de détermination. De l'audace, honnêtement. Non, vraiment, bravo pour ça. Franchement, c'est un film vraiment c'est un film qui fait réfléchir, en tout cas, clairement. Mm-hmm. Puis tourner ça. T'sais, quand j'ai eu fini d'écrire le scénario, c'était une affaire. Mais après ça, je dis, OK, là, c'est bien beau, là. La grande, il va falloir que tu le tournes. Là. Oui, là, c'est là où c'est... Le nerf de la guerre. Puis là, tu as un film qui s'en vient, donc qui s'appelle Inès. Avant qu'on parle de ce film-là, est-ce que je peux... J'aurais peut-être une dernière question avant qu'on tombe là-dessus. C'est parce qu'on a reçu quand même quelques cinéastes indépendants au podcast, tout ça, donc des gens qui ont travaillé en marge des institutions pour des raisons diverses, parce qu'on sait que, la manière dont les institutions fonctionnent au Québec, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Là. C'est souvent ça le problème. Toi qui as eu le financement étatique comme ça, puis même pour plus qu'un projet, parce que je serais intéressé à voir l'autre côté de la médaille. Est-ce que ça s'est bien passé avec la SODEC, avec Téléfilm? Non, je suis vraiment une cinéaste très, très indépendante. En fait, si je prends Le Garagiste, le Garagiste, je l'ai fait avec de l'argent que j'ai investi. J'avais de l'argent en écriture. Oui, parce qu'il y avait les logos à la fin là, de Téléfilm, la SODEC, c'était là. Un instant, j'avais eu de l'argent en écriture pour Le Garagiste. OK. De la SODEC.
Et en production, j'ai pas eu l'argent. Après 4 ou 5 dépôts qui me relayaient, mais je l'avais toujours pas. Jusqu'à temps que je dis, je vais y aller pareil, je vais tourner pareil. Puis quand on a eu... je pourrais pas dire si ça a été retenu comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une influence. Quand, évidemment, ça passe par Téléfilm pour se ramasser à Cannes, quand j'ai eu les 3 présélections, c'est Téléfilm Canada qui m'a téléphoné pour financer la post-production du film. Mais le film était terminé. D'accord, le film était terminé. d'accord. Alors, il y avait du potentiel sur le film, fait qu'on m'a donné de l'argent. Fait que c'est pour ça que les 2 logos se ramassent. Oui, Sodec puis l'argent que j'ai reçu, c'est clair. l'argent que j'ai reçu à la Sodec en écriture, je l'ai transformé en production. Alors, ça va. Puis ensuite de ça, pour les salopes, j'ai eu de l'argent de Téléfilm Canada et j'ai pas eu d'argent de la Sodec. Et quand j'ai demandé de l'argent en post-production pour la Sodec, pour des questions de sensibilité, de danger du sujet comme tel. C'était ça, ça a été la réponse de la Sodec. On n'a pas financé, on n'a pas financé les salopes. Et puis le prochain, alors des films à 3 millions, là, j'en ai pas encore fait. Là. Et Inès n'a pas été fait avec Téléfilm, mais pas de... Téléfilm est-tu dedans? Là? Sodec est dedans. Ouais, c'est la Sodec qui est dedans. OK, d'accord. Pas en développement, en post-production. OK. Ouais. Seulement en post-production. Wow. Mais, non, c'est pas vrai. Téléfilm en écriture, puis Sodec en post-prod. OK. Donc c'est ça. Fait que finalement, tu t'arranges tout le temps par tes propres moyens pour faire le film. J'attends pas non plus. C'est ça, ouais. J'attends pas trop non plus, Ouais. puis sinon, c'est vraiment très, très long. Mais si j'attendais pour faire un film, avoir le financement complet pour faire un film à 3 millions... Tu seras encore au premier, là. Non, j'aurais abandonné parce que je l'aurais pas eu. Je l'aurais pas eu, là. C'est 4 ou 5 dépôts, là. Ouais. Non, c'est ça, à un moment donné. C'est arrivé à beaucoup de gens aussi, hein, de se décourager puis de faire autre chose parce que c'est pas facile de toujours attendre. Non, c'est pas facile. Pas tout le monde a les moyens non plus de le produire ou de s'organiser pour arriver à le produire. Parce que ça demande quand même toute de l'énergie, pas d'argent et tout. Là, mais... Oui, tout à fait. Mais bon, je suis quand même chanceuse parce que oui, j'ai de l'argent étatique, mais dans le sens, c'est que je suis pas une cinéaste qu'on finance à coût de 3 millions ou 3 ans. Là, en tout cas, pas encore. Puis là, parlant d'Inès, donc ton dernier film, est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'est quoi un peu le sujet? Ça va être quoi un peu le film? En fait, c'est une descente aux enfers. C'est un film qui a été tourné justement en urgence. J'avais vendu le film à Roy Dupuis en disant que j'avais pas de scénario puis que c'était improvisé, ce qui n'était pas tout à fait... que j'ai pas été capable de tenir, en fait. J'ai pas, même si lui a tenu ça, il a jamais lu le scénario complet. il lisait ses parties, mais il y avait une compréhension quand même de toute l'histoire vraiment assez très intéressante. Et c'est ça, c'était tourné en urgence et une descente aux enfers. Alors, j'avais juste 2 valeurs de plan. Soit je suivais le personnage de dos ou de face, mais j'avais rien d'autre. Et on triche une fois sur tout le 90 minutes que dure le film. Et on fait qu'on suit ce personnage-là, qui est une jeune femme dans la vingtaine. Et tu parlais tout à l'heure de la vingtaine, qui n'est pas une période nécessairement facile. Et ça n'est pas pour elle non plus. Il y a de la maladie mentale, il y a de la consommation. Et elle se cherche, en fait. Elle essaie de rompre avec son père. Et c'est pas toujours facile non plus. Alors, c'est un film un peu initiatique où cette jeune femme-là qui essaie de prendre son envol en se détachant d'un père qui ont une relation toxique. Là, après ça, on pourrait débattre à voir si la relation est toxique ou si la relation est devenue toxique parce qu'elle est rendue à 20 ans. Là. Peut-être qu'on pourrait s'obstiner à ça. Et c'est une descente, c'est une pas pire descente aux enfers. Et tu disais que le film va être projeté à Whistler très, très prochainement. Oui, au mois de décembre, le film est projeté à Whistler, en compétition à Whistler. Ouais. Donc, un autre film avec plein de secrets. Oui, il y a quand même des affaires qui courent pas mal. Oui, tout à fait. Je vais le retenir, celle-là, effectivement. Il y a des secrets non résolus là-dedans, effectivement. Et du père et de la mère, oui. Ben écoute, on va te souhaiter le meilleur des succès avec ce 3e film. Oui, tout à fait. Puis, sinon,
Qu'est-ce que je voulais dire? Là, est-ce que tu enseignes toujours? Je me rappelle pas si Oui, j'arrive. Okay. Là, j'arrive justement des oui, tournages okay. étudiants. OK, c'est bon, ça, c'est bon. J'enseigne encore à l'université, puis à l'INIS aussi. Ouais. OK, bon, c'est cool. Fait que tu baignes dans le cinéma, tu fais tes films, puis... Tout à fait, oui. Super, ben, c'est bon à savoir. On va continuer à te suivre, puis à te supporter. Fait que... Ben, merci beaucoup, René Merci Beaulieu. beaucoup d'être venu. Merci, plaisir. René. Vous êtes bons, les gars, franchement. on est formés par les meilleurs. J'ai peut-être fucké la question du piétage, mais c'est pas grave. Je m'en sors pareil. C'est ça, on s'en sort. Il y a une vie après le piétage. C'est bon. Merci encore, René. Merci, ça fait plaisir. Merci. Donc, c'est l'heure des chroniques. Amir, cette semaine, chronique, le plan de la semaine. Quel est le plan de la semaine? Eh bien, j'ai choisi un film français des années 90. Donc, j'ai choisi La haine de Mathieu Kassovitz. Donc, un film de 1995, grand classique du film français. Grand film culte, en fait, là, qui encore aujourd'hui, il y a des séances, il y a des projections de ce film. C'est vraiment un film qui, franchement, qui après 25 ans, fait encore jaser. Puis là, j'en parle même pas, j'y arriverai, mais le contexte social de la France, etc., et même dans un film qui peut parler à beaucoup de peuples à l'international. Alors non, un film vraiment... ouais, j'ai choisi un plan cette semaine que je trouve qui représente bien le sujet du film. Je vais commencer par le plan là, pour faire le changement. D'habitude, je parle tout le temps un peu du film. Je vais vous en parler à travers ça, puis je vais vous lancer un peu dans quel est le film. Voici le plan. Donc, on voit l'histoire, en fait, ça raconte l'histoire de Vince avec Saïd et Hubert. Donc, vous allez voir le deuxième personnage à partir de la gauche. Lui, c'est un petit un jeune du quartier. Il ne fait pas nécessairement partie, je veux dire, du noyau dur du film. Les trois autres personnages, c'est vraiment ça que je viens de vous nommer. Et puis, ils sont, ça raconte en fait leur histoire qui vivent dans une cité en France. Petite cité là, où justement se mêle pauvreté, la difficulté de la vie. On est au lendemain, dans le fond, d'une émeute qui est arrivée après les suites d'une fusillade que la police aurait tirée sur un jeune qui manifestait pour défendre ses idées, puis il est à l'hôpital dans un état critique et ça se trouve à être un de leurs bons amis. Et puis, ils sont un peu révoltés de ça. C'est un peu on suit un 24 heures dans la vie de ces gens-là, des trois personnages. Et à travers ça, on voit évidemment d'autres personnes, d'autres jeunes gravités alentour d'eux, des familles, la famille de ces gens-là, tout ça. Mais en gros, le film, ça raconte ça. Et puis, c'est vraiment un film sur justement... C'est un gros film sur l'aspect social qui se passe en France, notamment à cette époque-là, mais aussi, je veux dire, c'est fou parce que ce film-là, ça fait 25 ans, puis c'est encore d'actualité en France. Si vous regardez les nouvelles françaises, là, je veux dire, l'immigration, c'est un des sujets vraiment parlés de l'heure. Ouais, si on parle de répression policière, tout le mouvement des Gilets jaunes aussi, c'est un gros moment, ça, dans les dernières années. Alors oui, c'est ça, c'est vraiment... C'est ça qui est incroyable avec La haine, c'est que je pense que c'est un film qui est intemporel. C'est un film qui va rester... Je pense que dans 100 ans, dans 200 ans, on va sûrement encore parler de ce film-là. Je veux dire, ça fait 25 ans déjà, puis c'est encore d'actualité comme si c'était hier. Ce film-là aurait pu dire... je veux dire, Mathieu Kassovitz pourrait arriver et dire « Ah, j'ai filmé ce film-là hier », puis on pourrait le croire, tu sais. Alors, c'est vraiment... c'est un film qui est fait en noir et blanc, d'ailleurs. Film en noir et blanc, très intéressant. C'est un procédé que je trouve vraiment cool. Je trouve que ça fait... de ce que je lisais un peu, Mathieu Kassovitz trouvait que ça faisait plus réel, parce que la vie est en couleur, mais comme on dirait que de voir... de filmer une réalité sociale dans un film en noir et blanc, on dirait que ça décuplait tout, tu sais. Puis pour lui, c'est comme un peu ça rappelle les premières archives, parce que quand on y pense à l'époque, les nouvelles qui étaient rapportées, c'était en noir et blanc. Quand on pense aux reportages de guerre, aux reportages des grandes, disons, des histoires dans les années marquantes. 90 encore, je ne sais pas. Là, non, mais peut-être pas mais pas dans les années 90, mais je veux dire... OK, avant, tu veux dire... comme référence, je veux dire, dans le sens
de raconter une histoire en noir et blanc. Il y a quelque chose de... Puis c'est très cinématographique aussi. Il veut pas, le cinéma découle avant la couleur, c'est en noir et blanc. Fait il y a tout un peu, tout ça qui a germé, je pense, dans la tête de Mathieu Kassovitz. Puis évidemment, je le raconte de façon très... comment moi je le perçois, puis ce que j'ai lu, tout ça. Mais évidemment, il n'y aurait personne de mieux placé que les gens qui l'ont fait. Mais je vous explique vraiment les grandes lignes. Et puis le plan que j'ai choisi, en fait, c'est des personnages qui sont assis comme dans un genre de place, justement. Vous voyez, il y a des graffitis. C'est écrit là en haut à gauche, l'avenir, c'est nous. Fait qu'il y a toutes sortes, dans le film, toutes sortes de petits mémos comme ça pour dire un peu la déchéance des jeunes, des gens qui sont complètement désillusionnés. C'est la violence, c'est comment les gens se parlent. Fait autant ça mélange un peu le poétisme de ce film-là avec les films en noir et blanc, tout ça, mais autant on assiste quand même à un langage cru parce que, bon, c'est des personnages que c'est des jeunes qui ont comme aucune notion de, tu sais, si je te parle d'une façon, comment tu me parles, tu sais. Fait que c'est toute l'altercation entre les gens, puis comment justement que ça chauffe dans une société quand les gens ne sont pas d'accord, tu sais. Fait que souvent, on voit des altercations entre des jeunes, on voit des altercations entre la police puis des jeunes. C'est vraiment fou, tu sais, puis c'est triste en même temps, tu sais, parce que tu dis, c'est un pays quand même qui, je veux dire, la France, c'est un grand pays, c'est un pays très peuplé, c'est un pays avec une histoire riche, mais ils font pas exception des autres. Ils ont leurs problèmes à l'interne, ils ont leurs problèmes avec les gens qui habitent. Après, c'est sûr, on pourrait discuter longtemps des origines de ces problèmes-là. C'est sûr, des fois, c'est complexe. Oui, il y a définitivement des énormes tensions. Oui, c'est ça. Puis bref, si vous voulez voir, dans les dernières années, il y a eu Les Misérables, qui est un peu le même genre de film. Pas nécessairement dans l'approche, l'histoire n'est pas pareille, mais ça reste dans les thèmes. Encore une fois, c'est un film de son époque. Puis si on regarde La haine, Les Misérables, c'est le même sujet, c'est juste traité différemment. Alors, mais La haine, il y a quelque chose, je trouve, en tout cas, comme je disais tantôt, d'intemporel. Le film met en vedette, là, vous avez vu le personnage de Vince, vous avez sûrement reconnu justement dans le plan Vincent Cassel. Donc, ça doit être le film qui l'a mis sur la carte, lui. Hein? Ouais, je crois pas qu'il était très connu avant, même si... Il avait fait des choses, mais... Oui, il faut dire, bon, son père, Jean-Pierre Cassel, était quand même un acteur très connu aussi, mais lui-même, Vincent, je crois que c'est pas mal le film qui a eu le succès, qui a mis Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel notamment, et bien sûr les autres acteurs aussi, Saïd et Hubert, tout ça, c'est tous des très bons acteurs. Vraiment, c'est un film que je trouve très beau, très attachant. Il y a des belles... Ce film-là, en plus, il y a plein d'affaires au niveau technique, comment ils ont filmé le film, c'est vraiment hot, comment il y a vraiment ingénieux, il y a des astuces ingénieuses dans le film. Je ne vais pas vous les raconter, c'est vraiment le fun. Cherchez, creusez, informez-vous, mais c'est nice. Là. Notamment, je parle de la scène de Vincent Cassel quand il est devant le miroir, puis il fait une scène un peu à la Robert De Niro dans Taxi Driver, mais comment ça c'est fait, c'est écœurant parce que remarquez que la caméra est juste derrière lui, et s'il est devant un miroir, comment ils ont fait ça? Donc, je vous laisse en suspens. Mais il y a des beaux plans de caméra, des jeux sur le focus, des jeux sur les profondeurs de champ, tout ça. C'est un très beau film, tu sais. Puis c'est cool, c'est comme un genre de road movie, mais juste tu suis des personnages dans une cité, tu sais. C'est beau l'architecture française, tu sais. Fait que t'as comme toutes les belles images en un, mais dans un contexte malheureusement pas super favorable pour ces jeunes-là. Fait que on dirait qu'on est comme... Puis il se passe des choses vraiment fucked up dans le film, là, plus le film avance. Fait qu'en tout cas, c'est la déchéance des jeunes, malheureusement. C'est ça un peu le thème du film, mais c'est vraiment un film politique, social, très, très, très d'actualité encore. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment parler de la haine. Puis le plan que j'avais choisi, justement, pour moi, c'est ça. C'est des jeunes qui sont assis, puis tu dis... tu sais, c'est comme voir que ces jeunes-là, tu sais, mettons que tu filmes des jeunes dans une société qui s'épanouit, les jeunes courent, les jeunes sont de bonne humeur, les jeunes... Puis là, tu as juste des jeunes qui sont assis il est 1h l'après-midi, ils sont assis là, puis ils se racontent des histoires parce que c'est ça leur vie, tu sais. Fait que tu te dis, waouh, c'est triste quand même que ces jeunes-là, où s'en va leur avenir, tu sais. Puis c'est ça qui est hot dans le film, on voit plein de panneaux, l'avenir c'est nous, tout ça. Puis fait il y a même la voix off du personnage d'Hubert qui dit vraiment là, un genre de comment dire, un genre de récital vraiment intéressant sur c'est quoi sa vie, pis tout ça. Mais en tout cas, je veux vraiment vous laisser découvrir.
Mais vraiment un beau film. Vraiment un beau film. Fait que, voilà, c'était La haine, Mathieu Kassovitz. Ouais, moi, ma seule déception par rapport à tout ça, c'est que, tu vois, Mathieu Kassovitz, après avoir fait ce film-là, justement, tu dirais qu'il serait du côté, justement, qu'il aurait été du côté des gilets jaunes, tout ça, mais il a retombé dessus, puis il les a insultés complètement. Alors, c'est dommage de voir que, finalement, il n'a pas été conséquent avec ses propres... Ben, ça n'empêche pas que ça a été un grand metteur en scène quand même. Je veux dire, il y a vraiment un sens visuel très développé qu'on peut voir dans tous ces films. Là. Ça, là n'est pas la question, mais c'est triste de voir que l'humain derrière n'est pas conséquent. Oui, ben tu sais, Mathieu Kassovitz, je pense que dans le milieu, c'est quelqu'un d'un peu controversé. Fait que, tu sais, je pense que les gens, ils s'en attendent. Mais si on prend vraiment ces films, comme tu dis, à part entière, puis on juge ça en qualité cinématographique, je pense que La haine vraiment mérite un long regard, là, parce que c'est un très bon film. Définitivement. Fait que voilà. Fait que toi, cette semaine, Félix? Ben moi, la semaine prochaine. Déjà, on est bien parti. La journée achève. Ben écoute, cette semaine, comme d'habitude, chronique anniversaire. Oui. Mais donc, la question rituelle de qui, de quoi? Est-ce que 2021 est l'anniversaire? Dans ce cas-ci, ben, c'est de qui? C'est l'anniversaire de Sofia Coppola, 50e anniversaire. Super. Elle est née donc le 14 mai 1971 à New York et c'est la fille du grand Francis Ford Coppola, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Et puis, donc voilà, c'est quelqu'un qui est, pour ainsi dire, né dans le cinéma, en fait, déjà par ses origines, bien sûr, mais quand elle était bébé, déjà, c'est elle qui joue la fille de Vito Corleone dans le tout premier Godfather, qui est sorti en 72. Donc, elle venait à peine de naître à ce moment-là, la scène où, la fameuse légendaire scène où Vito Corleone fait baptiser sa petite fille. Et puis, elle va aussi faire quelques autres films comme actrice. Ben, entre autres, elle va reprendre justement le rôle de la fille je disais Vito Corleone, c'est Michael Corleone, je me suis trompé complètement. La fille de Michael, je dis bien, le personnage de Al Pacino. Elle va reprendre le rôle dans le Parrain 3, finalement. En fait, au départ, c'est même pas elle qui devait le faire, ça devait être Winona Ryder, mais pour des conflits d'horaire, finalement, c'est Sofia Coppola qui s'y est collée. Et elle n'était pas à l'aise vraiment dans le rôle d'actrice. C'était pas ce à quoi elle se destinait. Puis d'ailleurs, elle va avoir des critiques même assez acerbes de son jeu. On va être assez méchant avec elle. De toute façon, elle, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'écrire et c'est de réaliser. Et elle va s'y mettre quand même assez rapidement parce que son tout premier long-métrage, The Virgin Suicide, va sortir en 99. Elle a 28 ans. C'est quand même assez jeune. C'est assez jeune pour commencer. Long-métrage, Et puis, The Virgin Suicide, non, c'est un film qui est quand même qui est très, très, très intéressant parce que ça se passe dans la petite banlieue américaine typique et c'est une famille de 5 jeunes adolescentes. Et le film, en fait, il y a plus ou moins d'intrigue, en fait. C'est vraiment... on assiste à leur vie, on assiste à leurs amours déçus. Toute l'histoire est racontée par le point de vue des petits garçons du quartier qui les observent de loin, qui sont fascinés par ces 5 jolies femmes blondes un peu inaccessibles parce que les parents des jeunes filles sont un couple assez conservateur, assez austère, donc ils veulent pas trop que ça se promène, quoique ils vont quand même essayer de s'assouplir avec le temps parce qu'ils voient bien que et c'est le sujet du film, c'est que les filles étouffent en fait. C'est ça, puis parce que la société essaie de les inviter, par exemple les jeunes qui veulent les inviter à la danse, ça serait le fun, on aimerait les inviter, puis d'autres profs qui essayent, parce que le père, dans le fond, des 5 filles, qui est interprété par James Woods, James Woods qui est juste génial, là, il est tellement drôle, un peu sévère, mais drôle en même temps, il arrive toujours à des théories, tout ça, mais il est comique. Tu sens qu'il n'y a aucune méchanceté dans le bonhomme, il est juste un peu mésadapté. Exactement, c'est ça, il vit pas il fait vivre son époque à ses enfants, mais c'est pas son époque, fait que c'est intéressant parce que je trouve, juste pour s'en couper, là, c'est juste vraiment vas-y. Parce que c'est un peu la société à un moment donné qui est comme, c'est spécial là, que vous pouvez pas aller à la danse, ou fait qu'à un moment donné, c'est ça, ils n'ont pas le choix de céder un peu, puis c'est ce qui arrive. Oui, ça, mais moi, je pense que j'ai l'impression que la clé du film, puis ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément pensé la première fois que je l'ai vu, mais en le revoyant une deuxième fois, j'ai l'impression qu'en fait, justement, la clé de lecture du film, c'est que ces 5 jeunes femmes-là
jeunes filles, là, en fait, parce que bon, c'est pas des adultes, là. Ces 5 jeunes filles-là, en fait, qu'on voit comme des créatures un peu évanescentes, tout ça, qui sont toujours très détachées des choses, qui ont comme une espèce de beauté un peu surnaturelle. Elles sont toujours ensemble, sont assez... vraiment des êtres un peu évanescents, un peu fantomatiques. En réalité, quand on y pense, j'ai l'impression que la clé du film, c'est qu'en réalité, il y a qu'elle de sincère dans toute cette histoire-là. Et c'est ça que la fin du film nous dit, parce que la fin à la toute fin du film, la toute dernière scène, il y a une sorte de fête qui est organisée, tout ça, qui ne les implique pas elles. Bon, je dirais pas forcément pourquoi, parce qu'on n'est pas là pour forcément vendre les punchs, mais la toute dernière scène, il y a justement les garçons qui étaient tous fascinés par elles, qui se sont rassemblés dans une espèce de maison où il y a de la boucane, les gens qui ont des masques à gaz, tout ça, une espèce d'atmosphère totalement onirique, totalement déconnectée. Et c'est cette scène-là qui m'a comme fait dire mais en fait, en réalité, le malheur de ces jeunes filles-là, c'est d'être les seuls vrais dans un monde totalement artificiel. Oui, c'est intéressant. C'est comme ça, moi, que je l'ai reçu. Et puis, ça, c'est le début pour Sofia Coppola du thème, finalement, qui va être le fil conducteur de toutes ses œuvres. Elle parle de la superficialité, elle parle et des difficultés de communiquer. La solitude aussi. Oui, c'est vraiment le fil conducteur de toute son œuvre, c'est ça. Parce que son deuxième film, Lost in Translation, qui va être un très, très grand succès d'estime, Oscar du meilleur scénario, mais aussi ramasser des brouettes de prix avec ça. C'est justement sur un acteur américain qui est un peu en crise existentielle, qui approche la cinquantaine, tout ça, puis qui se retrouve au Japon. Donc, c'est joué par Bill Murray. Hein, joué par Bill Murray. Comment on peut se tromper? Hein? Écoutez, mais comment se trouver? The most interesting man in the world, Bill Murray! Bill Murray, mesdames et messieurs. Que voulez-vous de plus? C'est que Bill Murray, en fait, c'est une des seules vedettes d'Hollywood qui n'a pas d'agent. Ah ouais, hein? Je savais pas ça. Non, il y a un 800 Bill Murray, t'appelles, puis tu pitches ton projet, puis de temps en temps, il va prendre ses messages, puis si ça l'intéresse, il te rappelle. Cet homme est parfait. Là. Ouais, il est aussi réputé pour aller crasher des parties de gens qu'il connaît pas, puis éventuellement ce gars-là est tellement un mythe à lui tout seul. Ouais, non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Amir, quand on prend Bill Murray, qu'on le fait jouer un vieil acteur sur le retour qui se ramasse au Japon pour tourner une pub, qui s'en fout, une pub de whisky, et qui croise la route d'une des plus belles femmes de sa génération, qui est Scarlett Johansson. Comment veux-tu que ce ne soit pas l'amour au premier regard? Et voilà. Et justement, c'est vraiment le film sur justement ces deux êtres-là qui sont perdus au Japon dans un contexte qu'ils ne connaissent pas, puis qui sont tous les deux à un moment où ils essaient de redéfinir leur vie, où ils se posent des grands questionnements existentiels. C'est un film qui est très fin, qui est très subtil, et puis, mais qui est profondément beau parce que justement, c'est la rencontre de ces deux êtres-là qui vont retrouver le goût à la vie en étant tous les deux réunis, oui, exact. Oui, il y a quelque chose d'éphémère, tu sais, de rencontrer quelqu'un ailleurs dans un contexte que tu connais pas. Mm-hmm. Fait qu'il y a quelque chose d'éphémère, comme quand tu es en voyage, tu rencontres des gens, tu sais pas vers quoi ça va. Fait que des fois, tu rencontres des semblables, tu sais, qui viennent d'ailleurs, mais au final, tu es comme, cool, il y a des gens qui vivent les choses que moi aussi je vis, tu sais. Fait que c'est Puis, cool. À mon humble avis, là, c'est là que, bon, j'approche de ma conclusion déjà, mais je trouve un peu triste qu'en fait, ça a été finalement un peu le point d'orgue de sa carrière, je trouve, parce que les autres films qu'elle a fait après, on a le sentiment justement qu'elle continuait finalement de creuser les mêmes thèmes, mais sans trop les renouveler. Par exemple, sur son troisième film, ça va être Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est difficile de faire des films sur la superficialité sans risquer de devenir soi-même superficiel. Souvent, c'est une corde raide. Un cinéaste, par exemple, qui est souvent sur cette corde raide-là, c'est Harmony Korine. Un film comme Spring Breaker, par exemple. Tu sais pas, t'en viens à te demander, OK, mais est-ce que c'est un film qui dénonce l'artificialité ou est-ce que c'est lui-même un film qui participe à ça? Qui l'assume, c'est vraiment il y a une pente glissante et puis je trouve que dans ses premiers films, Sofia Coppola maîtrisait très bien cette ambiguïté-là, mais c'est moins le cas, je trouve, dans ses autres films après. Après Marie-Antoinette, elle va faire un film qui s'appelle Somewhere, qui n'est pas un mauvais film, mais qui est un film où la métaphore des difficultés de communication sont tellement grossières que
à un moment donné, ça gâche le plaisir un peu, tu sais. La scène, c'est parce que c'est centré sur la relation entre un père et une fille. Scène où il y a un hélicoptère qui décolle pas loin, puis le bruit de l'hélicoptère fait en sorte que le père arrive pas, il essaie de crier quelque chose à sa fille plus loin, puis elle l'entend pas. Tu vois, manque des un trucs peu de comme ça. subtilité, ouais. Il est dans sa chambre d'hôtel, il reçoit comme deux call girls qui font une danse poteau pour lui, puis à la fin, ça termine que tu les vois en train de ranger. Tu vois les filles en train de ranger le poteau, tu vois des trucs comme ça, que tu dis comme, OK, bon, on a compris là, que tout ça est tellement artificiel, tu sais, Ouais. Mais malgré tout, je vais quand même finir sur une note heureuse parce que je vais dire j'ai quand même énormément de respect pour Sofia Coppola parce qu'elle a réussi à s'affranchir de son nom de famille, en fait. Parce que quand on regarde un film de Sofia Coppola, on pourrait avoir toujours la figure du père derrière puis faire toujours des comparaisons de comment, mais est-ce que ça aurait été meilleur si c'est Francis qui aurait fait ça? Non, pas du tout. On ne se pose pas ces questions-là. Elle a vraiment trouvé sa propre voix, trouvé son propre style. Ouais, ça, et c'est cool. ne serait-ce que pour cette raison-là, moi, je lui lève mon chapeau. Oui, 100%, je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, Coppola, son père, Francis Ford, qui a produit The Virgin Suicides. Je ne sais pas pour ses autres films, mais il a été un des producteurs oui, pour The Virgin Suicides. Il a aidé à partir, à ce que l'oiseau prenne son envol. Et voilà. Donc oui, une réalisatrice, clairement. J'ai pas vu toutes ces... C'est ça, j'ai pas vu d'autres films. J'ai vu les deux... Virgin Suicides avec Lost in Translation, mais j'ai pas vu les autres, mais j'aimerais bien les voir quand même pour ma curiosité. Donc, à un moment donné, je vais me plonger. Ouais. Très cool. D'ailleurs, juste un petit hint comme ça, dans l'intro du générique du podcast, il y a Sofia Coppola qui parle, qui dit une petite mention là, qu'on a choisi à mettre dans les voix off, là, fait que juste pour votre information. Donc, c'est là-dessus, on va clore l'émission là-dessus. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci d'exister. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.